du XVIIe siècle. Alors, parmi ces nombreuses publications, nous avons tenu à relever les plus récentes. Histoire du captif, un paradigme littéraire de l'Antiquité au XVIIe siècle, édité chez Gros en 2023. Cervantes, théâtre barbaresque chez Garnier en 2022. Et puis, un dernier ouvrage en 2 volumes consacré à l'histoire des rapports entre la littérature et le hasard en Europe du XVIe siècle au XXIe siècle, qui sera bientôt publié et dont nous suivrons la trace, bien entendu, pour la lire. Donc, cet ouvrage en 2 volumes est en rapport avec le sujet qu'elle va aborder aujourd'hui. Le hasard est-il une fiction? Donc voilà, nous vous écoutons avec un grand intérêt. Merci beaucoup, Lina. Je ne sais pas si on m'entend bien là. D'habitude, je parle plutôt debout, donc on va voir. Si je me lève, ce ne sera pas une manifestation particulière, c'est juste que l'alternance est bonne dans ce domaine comme dans les autres. Merci beaucoup, merci d'être là. Je sais qu'il y a toujours beaucoup de sollicitations, de choses à faire entre 2 cours et ailleurs. Donc, je suis très heureuse d'être ici et que vous ayez pu prendre le temps de venir écouter ce propos. Alors, oui, j'avais proposé à Lina de parler de ce livre que je vais peut-être faire circuler, qui est en train de sortir en ce moment en anglais avant de sortir en français, parce que l'éditeur anglais a été plus rapide que CNRS Éditions, qui avance à la vitesse des glaciers en général. Et du coup, la version anglaise sort avant la version française. Donc, on peut le faire circuler. C'est 2 volumes, j'expliquerai un petit peu pourquoi. Le premier volume est déjà dehors et le second va bientôt sortir. Et la version française sera en accès libre, ce qui était une des exigences qu'on avait eues vis-à-vis de l'éditeur. Alors, pourquoi j'avais proposé de parler de ça? En fait, c'est un livre qui s'appelle donc Figures of Chance, Figures du hasard, et qui, je suis en train de me demander, est-ce que vous êtes sûr que le micro est nécessaire? Oui, peut-être pour l'enregistrement. Non? Pour l'enregistrement, pour l'enregistrement, oui, je vais le garder. Qui était en fait le résultat de 4 ans de travail avec une équipe sur le rôle joué par les fictions, par les figurations du hasard dans les pensées, dans les théories du hasard. Alors, comme vous voyez, dit comme ça inverse en fait un peu un automatisme des travaux. Il y a beaucoup d'histoires du hasard en histoire des idées, ou en philosophie, ou en culture populaire. Si vous y réfléchissez, vous voyez que d'habitude, le réflexe de pensée ou la construction, elle est faite à l'envers. C'est-à-dire que, d'ordinaire, une histoire intellectuelle du hasard vise surtout à montrer comment des changements dans les théories physiques sur le hasard ont été reflétés par la littérature à telle ou telle période. L'idée qu'on avait était en fait l'inverse, c'est-à-dire d'essayer de montrer plutôt comment ce sont les représentations, les images, les figurations, les scénarios qui articulent les pensées et les théories, qui figurent dans ce qu'on appelle parfois l'antichambre de la pensée. Et que souvent, une strate de représentation va travailler la pensée théorique et l'informer. Le hasard, pour nous, c'était, pour moi d'abord, et puis ensuite pour l'équipe que j'ai pu réunir, c'est un des lieux dans lesquels on peut très bien voir ça. C'est un des sujets sur lesquels on peut très bien voir le croisement, en fait, entre représentation, scénario, histoire et théorie, pensée, discours de connaissance, discours de savoir, etc. Alors pourquoi? Si, voilà, tout le monde, tous ceux qui ont vécu dans le monde réel depuis la crise du Covid se sont aperçus qu'il y avait eu une véritable explosion de toutes les réflexions sur la contingence, sur pourquoi ce virus-là plutôt qu'un autre, comment des vies peuvent basculer d'un moment à l'autre, voilà. Les discours et les réflexions médiatiques sur le hasard, mais aussi sur le risque, sur la prévention, sur la prévision des risques, étaient absolument partout.
lors de la crise du Covid. En particulier, bien sûr, quand il s'articule aux politiques publiques. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du risque? Ça a donné l'occasion, du coup, de revoir se jouer quelque chose qu'on voit souvent se jouer depuis tout le XXe siècle, qui est la redécouverte périodique de l'existence du hasard. Vous voyez très souvent sortir des numéros de magazines où on vous annonce le dernier progrès des ordinateurs quantiques ou des images prises par les sondes sur les débuts de l'univers ou des choses comme ça. Très régulièrement, vous avez des titres accrocheurs qui disent « Est-ce que ce serait le hasard qui serait au principe de l'évolution biologique une découverte semble le montrer, etc. » Si vous ouvrez ces magazines, en fait, vous apercevez qu'on suit un scénario systématique. Après avoir expliqué que telle découverte physique remet en lumière l'existence du hasard, on va vous expliquer que pas du tout. C'est-à-dire que en étudiant plus attentivement telle question, que ce soit la biologie, la physique, l'informatique ou d'autres domaines, on s'aperçoit que les choses s'expliquent. Après quoi, en général, l'exposé ou le numéro spécial de magazine se termine sur une ouverture rhétorique rêveuse sur « mais le hasard nous fera longtemps rêver », etc., etc. Ce qui ne mange pas de pain, voilà, c'est simplement une fin rhétorique vague. Là où c'est intéressant, en fait, c'est de savoir, c'est quand on s'interroge sur, en réalité, quelle place exactement tient l'imagination dans cette affaire. Qu'est-ce que ça signifie pour la nature fictionnelle de nos représentations du hasard? D'où le titre un peu rapide que j'ai donné à ce propos, le hasard est-il une fiction, au sens sérieux du terme. Pourquoi cette question se pose-t-elle? D'abord parce que ça oblige à reconnaître deux choses qui sont un petit peu contradictoires, a priori. La première, c'est que, clairement, aucun discours de connaissance, aucun exposé théorique ne peut se passer au moins de récits pour présenter le hasard. À chaque fois que l'on veut tenir un propos, y compris dans un cours de mathématiques et probabilités, que l'on veut tenir un discours pour essayer de présenter ce que c'est que le hasard objectif, le hasard en soi, voilà, l'incohérence des phénomènes, l'inertie du réel, d'une certaine façon. À chaque fois qu'on veut présenter ça, il y a un moment où il faut qu'on raconte, où il faut qu'on présente aux gens une situation. Alors, dans les situations typiques, vous les connaissez toutes. Voilà, je sors de chez moi, je cours pour attraper le bus. Qu'est-ce qui va se passer si je l'ai? Qu'est-ce qui va se passer si je ne l'ai pas? Deux embranchements possibles de ma vie, suivant que j'ai le bus ou que je ne l'ai pas. C'est un hasard. C'est à 2 minutes près, voilà. De même, l'exemple classique, la tuile arrachée par le vent au toit et qui vous tombe dessus juste au moment où vous sortez. Là où c'est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas seulement les réflexions philosophiques qui ont besoin de ça, c'est également le discours de savoir, la biologie, la physique, qui a besoin de scénarios pour expliquer ce que c'est que le hasard. Ces scénarios, ça peut aller du truc absolument minimum, le problème de mathématiques. Mettons une situation dans laquelle on tire des boules au loto. Voilà, on sort tant de boules, etc. C'est déjà une fiction, c'est déjà un récit, c'est déjà un scénario. Donc ça va du minimal jusqu'au plus compliqué, au plus étendu, les œuvres d'art et en particulier les romans, les fictions, qui là sont des exercices de 1000 pages sur la façon dont les choses arrivent dans la vie, sur le hasard. Du plus petit au plus grand, par conséquent, la fiction est le domaine dans lequel on articule la pensée du hasard. Or, ça pose une difficulté qui est due au fait que, si vous y réfléchissez, il est matériellement impossible de présenter le hasard en fiction. Pourquoi? À partir du moment où je raconte une histoire, c'est moi qui dis ce que je veux.
C'est-à-dire qu'une histoire fictionnelle, par principe, ne vous présentera jamais un exemple authentique d'événements pris au hasard. Ça n'existe pas. De même que jusqu'à présent, nos ordinateurs et nos programmes informatiques étaient incapables de nous présenter réellement des nombres choisis au hasard. En réalité, c'était du quasi-hasard, pas du vrai hasard. On est en train de s'en approcher des ordinateurs quantiques maintenant. Mais la fonction random ne produisait que des exemples, des chiffres par exemple, qui étaient pris à moitié au hasard, pas entièrement. Il y avait toujours une programmation. Le fait de s'apercevoir par conséquent que d'un côté, la fiction est indispensable à la présentation du hasard, au moins le récit, mais que de l'autre côté, on ne peut pas présenter du hasard réel dans une fiction. Parce que tout ce qui est inventé, par principe, ça a été inventé, donc ça a été produit par nous volontairement, par un acte volontaire, y compris lorsque je suis Jackson Pollock et que je fais des toiles dans lesquelles j'asperge la toile de peinture dont les gouttes sont censées tomber au hasard, c'est quand même moi qui ai jeté la peinture. C'est-à-dire que c'est une simple prolongation du geste du peintre. On n'est pas dans le hasard complet. Quelle est donc la place, du coup, de l'art, de la représentation artistique dans sa production technique, mais aussi voilà, dans la représentation qu'elle constitue? Quelle est la place de l'œuvre d'art dans nos pensées du hasard et dans la façon dont on peut appréhender le hasard? Si on résume un petit peu le problème tel qu'il se pose pour nous, pour la littérature, par exemple. On pourrait, à la limite, faire toute cette, voilà, tout le propos que je tiens ici, toute cette conférence sur une réflexion de Balzac, qui écrit dans la préface de La Comédie humaine en 1855, le hasard est le plus grand romancier du monde. Le hasard est le plus grand romancier du monde. Clé de lecture de La Comédie humaine de Balzac, qui est, voilà, vous le savez, c'est un des plus gros efforts concertés qui a été produit par un romancier pour reproduire, à l'époque où on pensait que c'était possible, où on avait cette confiance immense dans les pouvoirs du roman, pour reproduire l'état civil tout entier, pour reproduire une société dans tous ses aspects, dans toute sa complexité, tous ses liens entre les personnages des romans, etc. C'est un monde. Reproduire le monde. Attends le passage. Quand Balzac écrit dans la préface qu'il donne à La Comédie humaine après, alors qu'il a déjà écrit une grande partie des romans, il fait cette réflexion sur le but de toute cette entreprise. Il met cette phrase: le hasard est le plus grand romancier du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, c'est une profession de foi sur la puissance du roman réaliste. On les envie beaucoup d'y avoir cru à ce point-là. On voudrait bien en dire autant maintenant. C'est une profession de foi, c'est l'idée selon laquelle la diversité du monde, la façon dont les choses arrivent dans le monde, est en soi un objet d'art. Le monde est beau, voilà, le monde est en soi extraordinaire. Le monde est intéressant, surtout. Le hasard est un grand romancier, pas un romancier, un grand romancier. C'est-à-dire que la façon dont les choses arrivent dans le monde, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est un peu ça aussi. D'un autre côté, ce que dit là le romancier qui écrit ça dans une préface, c'est notre but à nous, romanciers, doit être d'égaler cette richesse. C'est-à-dire d'essayer de produire dans nos œuvres, en réalité, l'illusion du hasard. C'est-à-dire d'essayer de fabriquer des œuvres dans lesquelles le récit, la représentation soit tellement riche, tellement puissante, tellement diversifiée et si peu stéréotypée, que nous donnions à notre public l'illusion d'être
face à la machine du monde, face à la capacité qu'a le monde à produire des événements comme ça en permanence. Et surtout, à produire des événements intéressants, à produire des événements dignes d'art. Le problème, quand on y réfléchit, évidemment, c'est que c'est en soi un paradoxe. À partir du moment où vous produisez le hasard dans une œuvre, ça n'est plus le hasard, tout simplement. Il y a une première façon de comprendre ce propos-là. Le hasard présenté en fiction ne peut jamais être du hasard objectif. Une première façon intéressante de comprendre ça et qu'il faut commencer à retenir, je proposais là pour l'instant, peut-être que c'est justement pour ça que la fiction rend bien compte du hasard. Peut-être que c'est justement parce que le hasard produit par un romancier n'est jamais réellement du hasard, et bien dans le monde non plus. Dans le monde peut-être non plus. Ce qui a pu se traduire pendant longtemps dans un univers dans lequel la vision du monde était nécessairement théologique et religieuse, par derrière chaque manifestation de hasard dans la vie, il y a Dieu. Il y a un Dieu pour les Grecs, il y a Dieu ensuite dans une société chrétienne. Le monde est scénarisé, et la fiction le montre. Ça, c'est le credo de la fiction du siècle d'or, par exemple, où le but était de montrer, le principe du désengagne, c'était de montrer que la fiction nous permet de comprendre que le monde est organisé par Dieu et que sa main invisible est derrière la production de tous les phénomènes. L'illusion fictionnelle nous permet de montrer, de comprendre la structure illusoire du monde également. Ça, c'est une première façon de le comprendre. Mais on peut comprendre également cette incapacité de la fiction à produire réellement du hasard. On peut la comprendre également comme un effet premier, un effet irréductible de la nature construite du hasard. Je vais essayer de l'expliquer mieux, puisque c'est un petit peu compact comme propos. Quand vous réfléchissez au problème particulier que pose le récit, la narration, il n'y a que des exemples de hasard, c'est-à-dire que le hasard ne peut être présenté que de façon narrative. Je sors de chez moi, une tuile me tombe dessus, etc. Le récit, par conséquent, permet de présenter des exemples de hasard. On va voir pourquoi. C'est simplement parce que le hasard, c'est ce qui nous arrive à nous. Le récit raconte le monde tel qu'il nous arrive à nous. C'est ce que dit Ricoeur dans Temps et Récit. Le récit est là pour rendre le temps humain. Le temps n'existe pas tant que nous ne l'articulons pas narrativement. Le hasard montre très bien ça. Si c'est toujours une histoire, un récit, une anecdote, le fait que je sors et qu'une tuile me tombe dessus, c'est tout simplement parce que si la tuile tombe ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Il y a hasard, il y a événement, il y a quelque chose qui est digne de récit seulement si la tuile me tombe dessus à moi. Du coup, ça fait objet d'un récit. Par conséquent, le récit est bien le lieu où habite, où vit et où se dit le hasard, parce que ça permet de mettre en évidence le fait que le hasard est défini par rapport à nous, humains. Ça, c'est une chose qui est très visible. Par exemple, si vous tenez compte des mots, c'est-à-dire de l'étymologie de tout le champ lexical très riche qui sert à désigner le hasard ou la contingence, en particulier dans nos langues, dans les langues romanes. Mais également dans les langues anglo-saxonnes, on peut le voir. Vous avez en fait toute une série de termes, la chance, l'aventure, qui sont tous liés, qui, si vous les regardez tous, désignent toujours des mouvements. Si vous regardez par exemple le mot chance, en fait,
Ça vient de casus en latin, donc casus, la chute, ce qui tombe, ça tombe bien ou ça tombe mal, comme caer. La chance, c'est un mot ancien français, chance, le fait de tomber. Vous le retrouvez dans l'échéance aussi. C'est le même mot en allemand, Zufall, la chute. La chance, c'est ce qui vous tombe dessus, c'est-à-dire un événement, comme vous le voyez, qui décrit un mouvement, en l'occurrence de haut en bas, ce qui tombe du ciel, ce qui tombe des dieux. Mais ça peut également décrire dans une partie des autres termes ce qui vient à votre rencontre. C'est le cas, par exemple, du terme grec tunkano, la tuké, le terme qui désigne le hasard en grec. C'est ce que l'on rencontre sur la route. Et vous le retrouvez aussi dans advenio, aventure, adventura, etc. Ce qui vous arrive en face. Comme occurrence, occurrio, c'est toujours pareil. Vous voyez un mouvement et une intersection. Bref, vous voyez votre chemin à vous, qui allez prendre votre bus, qui est voilà, engagé dans votre itinéraire personnel, et il y a un truc qui vous tombe dessus. Ou alors, dans d'autres termes liés à la chance, le sort, par exemple, ou le fortuit, c'est ce qui sort, ce qui arrive, ce qui surgit. Que ça vienne le long de la route, du ciel, ou que ça sorte sous vos pas, c'est toujours pareil. Vous avez quelque chose qui vient croiser votre route et qui vous arrive à vous. Tous les termes qui désignent par conséquent le hasard, la contingence ou la chance décrivent tous cette intersection, c'est-à-dire ce moment où quelque chose croise notre parcours. Ça se voit très très bien dans les exemples que donne Aristote dans la physique ou dans la poétique de hasard. Il explique très bien que le principe du hasard, l'automaton, voilà, c'est ce qui n'a pas, ce qui arrive automatiquement, ce qui n'est pas rationnellement provoqué par quelque chose. Ça n'est défini comme hasard qu'à partir du moment où ça croise notre route à nous. Bref, ça n'existe que pour nous. C'est un exemple, a priori, de l'inertie du monde, de quelque chose qui n'est pas rationnel dans le monde, mais qui est défini au moment où ça croise notre route. Vous avez un des termes intéressants de ce point de vue-là, c'est random en anglais, qui vient d'un vieux mot français qui est rendir et qui signifie courir, en fait. Là, c'est intéressant, c'est plus le cours sans origine particulière, mais c'est le cours de quelque chose qui se fait sans interruption. L'ensemble de ces termes, qui tous désignent un mouvement, s'opposent au mot, qui vient de l'espagnol d'ailleurs, via l'arabe au départ, qui est hasard. Hasard, c'est az-zahr en arabe au départ, qui signifie la fleur. Alors pourquoi? Parce que c'est la petite fleur qui était gravée sur les jeux de dés, sur les dés. Sur une face des dés, il y avait une rose, une fleur, d'où le nom az-zahr, qui a donné hasard en espagnol, médiéval, et qui ensuite est passé dans les autres langues romanes, en français, dans les langues vernaculaires, italien, français, etc., à partir du XIVe, XVe siècle. Or, ce mot hasard, il est intéressant parce que c'est le seul qui ne décrive pas quelque chose. C'est-à-dire que hasard ne désigne absolument pas l'interruption du cours de quelque chose, ça désigne un objet. Ça désigne un dé. Non seulement un dé, mais même l'ornementation sur un dé. Bref, ça désigne une œuvre d'art. Dès le départ, en fait, le terme qui nous sert à dire le hasard, au moment où il se popularise, en particulier dans l'Europe de la Renaissance, il désigne un dispositif, un artefact, un objet ou une série d'objets qui vont servir à manifester la contingence, le dé. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Ben, c'est intéressant parce que quelque part, ça dit clairement que nos productions, nos œuvres d'art, en fait, c'est pas un hasard si c'est là que le hasard se dit. C'est parce qu'effectivement, il nous faut un dispositif, il nous faut une œuvre d'art au sens matériel du terme pour saisir le hasard. Alors, c'est très proche, et c'est pas du tout contingent, bien sûr,
c'est très proche du rôle que jouent ces dispositifs comme instrument divinatoire. Les osselets, tous les dispositifs qui étaient utilisés par les augures pour tirer les sorts et pour savoir la volonté des dieux. Ils utilisent des osselets, ils utilisent des tas de dispositifs également, artificiels. Et les mathématiques, les probabilités depuis le XVIIIe siècle, utilisent également des objets, les boules de loto, la roue, tous ces dispositifs qui servent en fait à rendre manifeste, à faire des tirages au sort, à faire que le sort se manifeste. Ce que l'on pouvait considérer religieusement avant comme faire parler Dieu, voilà, faire parler les dieux, la voix du tonnerre, etc. Mais qui peut ensuite se prolonger en un dispositif de connaissance, le tirage des probabilités. Les ordinateurs utilisés pour fabriquer du hasard. À chaque fois, nous essayons de fabriquer des systèmes sismographiques, comme ça, pour percevoir le mouvement du monde. L'un de ces systèmes, c'est la littérature, c'est la fiction. Ça permet donc de dire une première chose, lorsqu'on dit que le hasard est une fiction, on le saisit à sa place, c'est-à-dire qu'effectivement le hasard est une fiction. La première difficulté, c'est que cette affirmation, vous vous en doutez, elle a aussi une histoire, elle a une histoire négative, puisque dire que le hasard est une fiction, ça a été pendant très longtemps, dénoncer la capacité de la littérature, des fictions, des films, etc., à nous tromper, à nous illusionner sur ce qu'est le monde, à animer quelque chose qui est inerte. C'est pour ça que quand vous parcourez un peu ce que j'ai beaucoup fait pendant 4 ans, voilà, les congrès des sciences diverses et variées, souvent financés par les grandes compagnies d'assurance, les congrès sur le risque, sur le hasard, sur la prévision, sur tout ça. Et quand vous êtes un des 2 ou 3 speakers qui sont en sciences humaines et qui ne sont pas des biologistes, des physiciens ou autres, vous apercevez que le scénario est toujours le même. C'est-à-dire que vous avez une belle affiche sur laquelle vous voyez une citation d'Oscar Wilde, par exemple, La brume et ceux qui nous enchantent, enfin des choses comme ça. Bref, on propose une version décorative du hasard avec des belles œuvres, par exemple des œuvres en poétique aléatoire, du Mallarmé ou quelque chose comme ça. Et puis, on va rapidement évacuer le problème ensuite. C'est-à-dire que le discours sur la place des sciences humaines dans cette affaire se réduit tout de suite à les romanciers organisent l'illusion. Les sciences humaines, en fait, fonctionnent sur l'illusion, sur l'idée selon laquelle nous fabriquons un hasard qui est un faux hasard. L'explication scientifique va le montrer. Réfléchir à la façon dont le hasard est présenté et à l'histoire des liens entre fiction et théorisation du hasard permet de montrer que le hasard en réalité est absolument au centre de la représentation et qu'aucune théorie physique ou mathématique ou biologique ne fonctionne sans un dispositif qui relève en fait de l'œuvre d'art. Ça, si on va du coup creuser un petit peu le problème, ça permet notamment de comprendre un peu comment fonctionne la place de la littérature et des représentations littéraires dans ce nœud entre représentation artistique et savoir. Quand je vous disais au début donc que la plupart des histoires culturelles du hasard montrent un petit peu toujours le même scénario, c'est-à-dire comment des changements dans la pensée, dans la théorisation de la physique ou de la biologie vont être reflétés dans la littérature. Si vous faites ce que nous nous sommes efforcés de faire pendant 4 ans, c'est-à-dire vous réunissez des équipes de spécialistes de littérature de la Renaissance, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, etc., des biologistes, des mathématiciens, des spécialistes d'histoire des sciences, pour confronter un peu l'histoire
des théories du hasard et l'histoire des représentations littéraires du hasard. Là, vous apercevez que c'est plus compliqué que ça. Et que justement, c'est une histoire qui fonctionne comme ça en tuilage, en fait. L'histoire des sciences n'est pas systématiquement en avance sur l'histoire de la littérature. Au contraire. Ça se voit à des moments clés comme l'œuvre de Pascal, l'œuvre de Diderot, le début du XXe siècle, la science-fiction, etc. Si on détaille quelques-uns de ces changements, je vais vous donner un exemple de moments comme ça d'articulation importants. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Ian Hacking formidable qui s'appelle The Emergence of Probability. C'est une thèse très importante qui date de 75, mais qui a vraiment été comprise ensuite. En 1975, Ian Hacking, qui est un historien des sciences, a publié ce livre remarquable, The Emergence of Probability, dans lequel il montre comment, à une date mais très très précise en fait, entre 1663 et 1665, échange de lettres entre Blaise Pascal et Fermat, Pascal a inventé les mathématiques modernes. C'est-à-dire, c'est le moment en fait où Pascal s'est donné pour but de résoudre un problème mathématique simple qui est lorsqu'on joue une partie entre deux personnes et que la partie est interrompue, comment fait-on pour partager les gains qui restent sur la table? C'est à partir de ce problème, qui est un problème de mathématiques connu, que Pascal invente les probabilités modernes, c'est-à-dire fabrique le système d'arbres qui va permettre de comprendre comment, par probabilité, on peut répartir justement, de façon juste, les gains à venir dans une partie qui ne s'est jamais terminée. Ian Hacking, cet historien des sciences, étudie ce problème et s'aperçoit qu'au même moment, dans plein de domaines, l'économie, les assurances, ce qu'on appelle l'actuariat, la biologie, la physique, etc., en fait, tout le monde est en train d'inventer la même chose. C'est-à-dire que vous avez également les éléments d'une théorie des probabilités qui est en train de surgir au même moment un peu partout. C'est intéressant. Parce qu'il commence du coup, c'est là-dessus que s'articule son livre, à réfléchir à ce que ça a changé. Il commence par montrer du coup, son livre est un travail sur le problème de l'induction, c'est-à-dire sur le fait que auparavant, avant les années 1660, on ne pouvait pas inventer les probabilités dans la mesure où l'idée de l'induction, le raisonnement par induction sur lequel on fonctionnait, était différente. Les conditions n'étaient pas réunies pour une pensée de la preuve, c'est-à-dire du fait de tirer une vérité de l'état matériel du monde, c'est un des grands éléments de l'empirisme, bien sûr, n'était pas réunie. C'est à partir de ce moment-là que se produit, dans plein de domaines différents de l'activité humaine, l'invention de ce domaine essentiel des mathématiques, maintenant, qui est les probabilités, la science des probabilités. Le fait, tout simplement, de dire que ce qui est vrai à partir de ce moment-là, c'est ce qui a le plus de chances de se produire, statistiquement. La civilisation des statistiques naît de ça. L'idée selon laquelle maintenant, pour savoir ce qui est vrai, pour savoir ce qui est vraisemblable aussi, il va falloir compter, tout simplement. Compter, pour savoir ce qui se produit le plus. Et ça s'étend dans tous les domaines, bien sûr, dans tous les domaines de l'activité humaine. Pour savoir ce qu'il en est par exemple, de la tendance au suicide dans telle ou telle population, et ben on va compter. Tout simplement, on va savoir où ça se produit, quand, à quel moment, etc. Et plus on va avoir de données, plus on va avoir un échantillon large, plus on s'approche du vrai. Si vous y pensez, en particulier pour tous ceux d'entre vous qui travaillent sur des textes anciens, auparavant, la science de la Renaissance comme la science du XVIIe siècle ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce qui est vraisemblable, c'est ce qui se rapproche du vrai, c'est-à-dire d'une idée idéale du vrai, qui peut être construite de différentes façons, que ce soit la raison, Aristote, les autorités, enfin tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est que le vrai
on ne va pas faire un sondage pour savoir ce qui est vrai. On construit un raisonnement correctement, on demande à Dieu ou on demande aux autorités. Cette mutation dans les formes d'apparition du vrai, elle se produit à ce moment-là, sous la pluie de Pascal. Et c'est ce qui donne, au XVIIIe siècle, l'explosion, bien sûr, Diderot, le neveu de Rameau, le paradoxe sur le comédien, Jacques le fataliste, enfin, voilà, tous les jeux que vous connaissez au XVIIIe sur le hasard et le roman. Il serait très facile, et ça est beaucoup fait par les études littéraires anglo-saxonnes, du coup, de développer à partir de là toute une théorie disant que les mutations de la pensée scientifique du hasard ont déclenché toute une poétique du roman réaliste en Angleterre. Le premier sujet du roman, à partir de Fielding, devenait la spéculation, l'entreprise, l'espoir du gain. Ça devient ça, le sujet romanesque. Là où c'est plus compliqué que ça, c'est que c'est une lecture très, très, très anglo-saxonne des choses. C'est une vision très étroite de l'histoire du roman. Si vous regardez ce qui se passe à plus large échelle dans l'histoire de la littérature, ça ne se passe pas du tout comme ça. On continue, et le romantisme est là pour le montrer, quand on y pense. La littérature ne se met pas du tout à raisonner de façon statistique. Pas du tout. Les critères de la vraisemblance continuent pendant longtemps d'être les mêmes, en fait, que ceux qui étaient avant. De même, dans énormément du domaine de l'art, la naissance des probabilités qui rapidement devient tout à fait admise et prend une place considérable au XIXe siècle dans les comportements et dans les activités, ne se traduit absolument pas par une mutation de la fiction qui suivrait ce changement-là. En revanche, on peut montrer que dans la fiction avant Pascal, vous avez des modes de pensée statistiques qui arrivent. Pour résumer sur tout ça, on peut faire le même raisonnement dans les années 20 au moment de l'émergence de la physique quantique. Si vous regardez ce que fait Valéry à ce moment-là, ce que font Mallarmé et les poètes surréalistes à ce moment-là, on peut faire les mêmes réflexions sur la littérature numérique maintenant, l'émergence des formes de création par ordinateur. On s'aperçoit que la relation entre les discours de connaissances et les figurations littéraires, artistiques, théâtrales, etc., est plus compliquée. Reconnaître la place centrale des fictions dans la pensée du hasard, c'est le point de départ d'une compréhension de ce lien entre connaissance et création. C'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on s'est efforcé de faire dans le livre que je viens de faire circuler là, avec, voilà, en suivant la méthode suivante, à chaque fois, on a réuni pas mal d'équipes. Dans le premier volume, on a essayé de voir à chaque fois à quel endroit il se passait quelque chose d'intéressant en littérature ou en histoire de l'art, sur le hasard, et de le confronter avec l'ensemble des thèses qui, à ce moment-là, ont cours sur le hasard, en biologie, en physique ou dans d'autres domaines. Ça donne des choses intéressantes, notamment, bien sûr, pour le 19e, pour le 20e siècle, puisque le 20e siècle invente les poétiques aléatoires, invente le fait de, avec le surréalisme français notamment, le fait de découper des mots, de les mettre dans un sac et de les jeter par terre pour voir ce que ça donne comme poème. Voilà, le 20e siècle utilise à fond les modes de composition aléatoires. Néanmoins, ce changement dans les poétiques n'est pas aussi profond qu'on pourrait le croire, puisque, comme vous le savez, la poétique surréaliste qui consiste par exemple à passer par l'écriture automatique, à écrire en état semi-conscient de la poésie, comme le faisaient les surréalistes français de Breton, d'André Breton à Robert Desnos ou d'autres. Vous pouvez très bien faire une lecture psychanalytique de ces expériences pour montrer que c'est une façon de faire parler l'inconscient. C'est encore une autre rationalité. Ça revient exactement à la même chose que de se laisser dicter, comme le faisait Homère, par les dieux, la suite des histoires d'Ulysse.
Cette histoire comparée des poétiques et des discours de connaissance sur le hasard, c'est celle qui fait l'objet donc du premier tome de ce livre. La deuxième partie, on l'a consacrée du coup à une série de grands domaines dans lesquels la pensée du hasard croise les représentations artistiques du hasard, la linguistique bien sûr, la question des jeux, les pratiques ludiques, depuis le jeu de plateau jusqu'au jeu vidéo, la question du récit et du temps, c'est le chapitre dont je me suis notamment occupée, pour essayer de montrer comment l'articulation temporelle de la narration nous permet de comprendre, de nous fournir des modèles pour comprendre comment nous vivons le hasard dans la vie. On a également réfléchi à la question de l'éthique, comment les récits, les œuvres d'art, les romans, les films, les séries nous permettent de poser tous les paradoxes moraux que nous pose le problème du hasard. Pourquoi va-t-on punir davantage quelqu'un qui a pris le volant alcoolisé s'il a tué quelqu'un ou s'il l'a raté à 5 minutes? Son intention, son crime est le même. Il a bu avant de prendre le volant. Néanmoins, s'il a tué quelqu'un, on va le punir beaucoup plus, alors que ça dépend du hasard. Le concept de moral luck, de chance morale, a été forgé par les spécialistes d'éthique pour qualifier ce paradoxe-là. Ce paradoxe-là, la littérature est le lieu dans lequel il est analysé. Donc voilà, l'éthique, la théorie des jeux, la linguistique, la métaphysique aussi, un chapitre consacré à l'existence ou non du hasard, tout simplement, et à ce qu'on en a fait. Les mathématiques, la biologie, sont quelques-uns des domaines qu'on explore dans le deuxième tome qui va paraître maintenant. Voilà, je vais peut-être m'arrêter ici pour qu'on ait le temps de parler ensemble. C'était très intéressant. Je pense qu'on a été transporté dans ce monde du hasard. Je ne sais pas si on veut commencer par des questions, sinon j'interviens d'abord. En tout cas, moi, ce qui m'interpelle, donc, c'est que le hasard comporte une fiction et que ce hasard est accompagné d'un mouvement qui engage le sujet en rapport à en ce qu'il subit. Et on pourrait se demander si au cœur alors du hasard se trouve le rapport du sujet au monde, aux autres, et donc à une certaine perception aussi du monde en rapport au sujet et en rapport à la culture dans laquelle il se trouve. Bien sûr, c'est un des deux grands pans de l'étude du hasard, c'est l'idée selon laquelle ça exemplifie notre rencontre avec le monde. Alors que le fait que voilà, tout ce qui existe n'existe que parce que nous le voyons, là, le subjectivisme, la perception, même une phénoménologie de la perception, est exemplifié par le hasard parce que dans tous les autres cas, le problème est dissimulé par autre chose. Dans le cas du hasard, c'est brut. C'est-à-dire que le hasard, c'est notre perception du monde quand il n'y a rien d'autre. En fait, quand on n'est pas en train de parler de la façon dont les autres nous agressent ou de la volonté qu'auraient les autres de croiser notre chemin, c'est une autre question. Dans le cas du hasard, au moins, on voit directement notre rencontre avec le monde. Et là, je me pose donc une deuxième question aussi. Est-ce que donc le hasard qui intervient, ou ce rapport du hasard et de la fiction, est-ce que le hasard dans la fiction nous permet de voir ce qui se détache de la norme, donc des règles de lecture peut-être, des règles de récit, ou bien au contraire, il nous permet de reconnaître ce qui marche, ce qui est dans la norme, ce qui nous permet de lire et nous pose ce plaisir de nous reconnaître dans la lecture finalement. Ben ça, en fait, ça décrit finalement dans l'histoire de la littérature, le cycle des représentations du hasard. En fait, à chaque fois, vous avez une nouvelle école romanesque. Ça, c'est vrai depuis 1550 jusqu'à avant-hier. Hein. À chaque fois, une nouvelle école romanesque vous dit toujours maintenant, le hasard va intervenir.
Maintenant, nous allons faire droit au hasard. Alors que tout était stéréotypé avant, que les mêmes événements arrivaient toujours, maintenant, enfin, on va faire intervenir quelque chose de nouveau, quelque chose qui dérange, qui est notre rapport au hasard. Et puis, la nouvelle école en question fabrique ses propres codes, on s'y habitue, et ça devient les stéréotypes. C'est très clair, par exemple, si vous pensez à l'émergence du roman populaire en épisode dans les années 1840-1850, Dumas, voilà, tous les grands romanciers du 19e siècle se sont mis à publier en épisode, et c'est eux qui ont inventé le cliffhanger, le fait qu'à la fin de chaque épisode, il fallait que les personnages soient dans une situation palpitante pour très rapidement, c'est devenu un stéréotype. C'est-à-dire que le hasard est devenu un trucage habituel, un cliché. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue comme ça d'éléments de rupture poétique et esthétique qui, petit à petit, se stratifient, se solidifient et doit être à nouveau rompu par une nouvelle intervention du hasard que l'on redécouvre 30 ans ensuite. Qui est en rapport avec une vision du monde. C'est en rapport avec une vision du monde et avec une vision de la rupture. Le hasard est toujours révolutionnaire. Il est, plus exactement, il est en rupture parce qu'il propose, théoriquement, de venir du dehors. Le hasard, c'est toujours le dehors. C'est ce que le poète prétend qu'il n'a pas inventé lui-même. C'est le plus grand romancier du monde. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être. Plutôt que des questions, une réflexion. Et je suis resté sur ce que vous avez dit à propos de la connexion entre la connaissance et la création. Et j'ai pensé au théâtre. Ouais. Alors, improvisation. Oui. Texte et spectacle. Ouais. Comment ça fonctionne à votre avis, ce passage du texte au spectacle en fonction de ce critère? C'est un domaine entier des études cognitives. Vous savez, les approches cognitives, je ne sais pas si vous y avez été confrontés, il y a énormément d'approches cognitives du littéraire en ce moment, qui vous expliquent ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes confronté à des études littéraires. L'improvisation théâtrale, c'est un champ entier de ces études-là, c'est-à-dire de savoir exactement comment, en fait, à partir d'un schéma, à partir de ce que Marcos Gabriel appelle une partition, comme en musique, on va fabriquer ce qui est la véritable identité d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire un spectacle. Du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le cas du théâtre, on a un genre entier qui ne peut pas fonctionner sans improvisation, et qui ne peut pas fonctionner sans le hasard également des conditions dans lesquelles se produiront les performances. C'est prévu. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théâtre intégralement fait ou écrit. Du coup, à partir du moment où le genre littéraire lui-même inclut la contingence dans sa réalisation effective, c'est un des exemples les plus clairs du rôle joué par la fiction dans notre perception du hasard. C'est pour ça que quand on avait fait le séminaire de narratologie là-dessus, on l'avait fait la première année sur hasard et causalité, sur tous les paradoxes entre fait exprès ou pas fait exprès, voilà, hasard interne à l'œuvre. Et la deuxième année, on l'avait faite sur le hasard extérieur, c'est-à-dire sur l'influence qu'ont pu avoir des incidents de tournage, des séries arrêtées, des romans qui s'écrivent sans savoir comment ils vont finir au XVIIIe siècle. La pandémie, notamment, c'est le séminaire qu'on a fait juste après la pandémie. C'est un des moteurs de l'art qui ne peut pas exister s'il n'y a rien qui se produit. Si le monde ne vient pas donner des choses, il ne se passe rien. Je pense que ça porte à réflexion, en tout cas, c'est intéressant et que ça nous renvoie surtout dans la littérature à revisiter peut-être des lectures qui seraient bien intéressantes sous ce jour-là. Je ne sais pas si quelqu'un peut encore poser une question ou faire une remarque.
En tout cas, je suis sûre que ça nous a beaucoup intéressé, justement, voilà, parce que ça nous engage dans une réflexion bien profonde et bien intéressante. Est-ce que je peux, moi, terminer par une question? Est-ce que les uns et les autres, vous pourriez juste citer une série de chiffres au hasard? Alors, j'en prends 2 ou 3. Qui veut? Une série de chiffres au hasard. 4, 9, 8, 2, 3, 1. D'accord. Quelqu'un d'autre? 1, 0, 6. Et encore? Plus personne. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 exemples qu'on a entendus ici, ça se voit encore mieux quand il y en a plus. Personne n'a dit 2, 2, 2, 2, 2 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que, comme vous le savez, les tirages étant discrets, c'est autant du hasard. Ouais. Pourquoi vous avez tous varié les chiffres? En raison d'une représentation fictionnelle du hasard. Pour vous, le hasard doit être varié, puisque ce que vous voulez manifester, c'est l'incohérence, le fait qu'il n'y a pas de suite rationnelle. Du coup, vous dites des chiffres différents. Ça, c'est une cohérence. Donc voilà, c'est une illustration. Merci. Merci. Ces 2 volumes qui doivent paraître. Merci, Lila. Merci. Peut dire qu'il y a demain. Oui, alors n'oubliez pas que demain, pour ceux qui pourront se rendre en salle 34 à 15h,